Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 25 avril. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait des dons au royaume baoulé. En cette crise sanitaire, il a offert des vivres et des kits d'hygiène aux chefs de canton, au village du Vé-Baoulé et les départements. La remise des dons a été faite à Sakassou par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, en présence de la reine Akwa Boni II. La solidarité s'accentue, les mesures aussi pour venir à bout du Covid-19. Le ministère de la Santé en première ligne dans la lutte vient de faire le bilan. Ce samedi, on dénombre 34 nouveaux cas portant à 1111 le nombre de personnes contaminées et 449 patients guéris au total. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Nous entendrons également le message du COSIM à l'occasion du Ramadan qui a débuté hier vendredi. Pendant un mois, les musulmans d'ici et d'ailleurs vont jeûner quotidiennement du lever au coucher du soleil. Le président du COSIM, Cheikh Bouakari Fofana, exhorte tous les fidèles à multiplier prières et adorations pour venir à bout du coronavirus. Le Covid-19 n'a pas d'impact sur les travaux de voirie et d'extension des réseaux électriques des communes de Sassandra et de Fresco. 2 mois après leur lancement par le Premier ministre, les travaux démarrent. Le secrétaire d'État, Philippe Légré, était en visite des chantiers. Une autre étoile de la culture ivoirienne s'est éteinte le lundi 20 avril dernier. Rose-Marie Guiraud, pionnière de la chorégraphie en Côte d'Ivoire, a quitté pour toujours la scène des arts vivants contemporains dont elle détenait tous les secrets. Fondatrice de la compagnie de danse Les Guirivoires et de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, elle avait consacré toute sa vie à l'art et à la culture. À juste titre donc, la rédaction de RTI1 lui consacre la page culture de ce samedi. Mais que retenir de son parcours? Nous avons invité un artiste aux 1000 facettes, Alain Tailly, est expert culturel. Bonsoir Alain Tailly. Bonsoir. Rose-Marie Guiraud, c'était une vie rythmée par des pas de danse qui l'ont fait connaître au monde, des pas qui ont marqué notre culture. Absolument. Une vie rythmée par le don de soi, par la passion pour l'art. Rose-Marie Guiraud, un parcours exceptionnel. Et Rose-Marie Guiraud, c'était donc une vie pleine et palpitante, mais également une vie faite de haut et de bas. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Alain Tailly. À tout à l'heure. Vous restez pour le moment avec nous. La Côte d'Ivoire, vous le savez, reste mobilisée pour gagner la bataille contre le Covid-19 et le pays mise sur la sensibilisation. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait des dons au royaume baoulé. En cette crise sanitaire, il a offert des vivres et des kits d'hygiène. Des dons pour les 39 chefs de canton, 2800 villages du Vé-Baoulé et les 19 départements. La remise des dons a été faite à Sakassou par le président du Sénat en présence de la reine Akwa Boni II. Et selon Jano Aoussou Kouadio, cet acte de solidarité couronne les dons faits dans la région, comme nous le rapporte Charles Tatou. Des vivres et du matériel d'hygiène. Tels sont les lots de dons faits par le chef de l'État Alassane Ouattara au royaume baoulé. Ces dons remis au cadre du Grand Centre ont été convoyés chez la reine des Baoulés, Akwa Boni II, par le président du Sénat ivoirien, Jano Aoussou Kouadio, conduisant une forte délégation composée d'élus et membres du gouvernement originaires du Vé-Baoulé. En plus des vivres et non-vivres, le chef de l'État a également offert la somme de 2 millions de francs CFA au chef canton du royaume baoulé. L'explication des mesures d'hygiène au chef traditionnel par la ministre Raymonde Goudou Kofi, membre de la délégation avec une démonstration du lavage des mains, a précédé la remise symbolique des dons. Pour le président du Sénat ivoirien, ce geste de solidarité du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En tout cas, nous le remercions très sincèrement le président de la République et le Premier ministre Amadou Bon, ainsi que tout son gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est un don du cœur. Cette symbolique, nous voulons dire merci au président de la République pour cet acte de générosité, mais surtout de solidarité. Regardez, les enfants, les fils de cette région ont déjà fait des dons individuellement pour soulager et accompagner les parents. Mais le don du président de la République vient couronner l'ensemble de tous les dons qui ont été faits. Les dons de vivres comportent essentiellement des sacs de riz estimés à 30 tonnes.
La solidarité s'accentue, les mesures aussi pour venir à bout du Covid-19. Le ministère de la Santé, en première ligne dans cette lutte, vient de faire le bilan. Ce samedi, on dénombre 34 nouveaux cas, portant à 1111 le nombre de personnes contaminées et 449 patients guéris au total. Je vous propose d'écouter le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 25 avril 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 302 échantillons prélevés, 30 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1111 cas confirmés, dont 449 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 25 avril 2020 est de 7732. Face au nombre croissant des cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, particulièrement ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et le coronavirus touche plusieurs pays. Ce samedi 25 avril, on dénombre en Afrique, notamment au Mali, 370 cas confirmés et 21 décès. Au Sénégal, 614 cas confirmés, 7 décès. Au Bénin, 54 cas confirmés, 1 décès. Le continent africain enregistre au total donc 30 865 cas confirmés, 1372 décès à ce jour. Dans le monde entier, on dénombre 2 921 045 cas confirmés et 202 314 décès. Le point presse journalier du gouvernement ivoirien a eu lieu aujourd'hui au foyer des jeunes de Makori. C'est la deuxième commune la plus touchée par le Covid-19 après celle de Cocody. Le maire de Makori propose l'envoi en campagne de sensibilisation de jeunes bénévoles dans les quartiers de sa commune. Et pour sa part, la ministre du Plan et du Développement a déroulé un plan de riposte contre le coronavirus. Plus de précision avec Gabriel Zani. Un point presse délocalisé à Makori, le deuxième grand foyer du Covid-19 dans la ville d'Abidjan. Nous avions mis à votre disposition une centaine de jeunes qui, dès demain, seront dans tous les quartiers de Makori, les 12 quartiers, 13 villages, pour vous rappeler que le port de masque est obligatoire. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous, à la maison. C'est la meilleure manière de ne pas contacter la maladie. Si vous sortez, mettez vos masques. Donc, dès lundi, ne soyez pas surpris de constater devant vos portes les 150 volontaires que nous mettrons à votre disposition pour vous rappeler ces consignes. C'est une sensibilisation de proximité qui vaut son pesant d'or, en plus de l'interdiction de l'accès au marché pour les enfants et les personnes âgées et du renforcement des dispositifs de sécurité dans les commerces. À l'évidence, les populations semblent ignorer les mesures barrières rappelées à volonté par les autorités sanitaires. 73 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur 584 échantillons analysés. Ces données montrent que la phase ascendante de la pandémie en Côte d'Ivoire se poursuit. Elles montrent également que le nombre de cas guéris augmente et que le taux de létalité, c'est-à-dire de décès, demeure faible, ce qui témoigne de la qualité de la prise en charge. Cependant, nous voulons relever que le pic n'est pas encore atteint. Cette augmentation de cas avec le renforcement des capacités de dépistage le démontre. La réalité de terrain sera mieux appréciée
quand tout le dispositif sera opérationnel et l'objectif des 1500 tests par jour atteint. Demeurons donc en alerte, soyons vigilants et prudents. La vigilance est de mise. Abidjan est toujours l'épicentre du Covid-19. Le point global au 33e jour, interpellé, 983 au total sur le plan national. Personnes assistées, 582. Les engins mis en fourrière à ce jour, 339. Les corps enlevés pour décès naturel 100 ans, 95. Vous remarquez que malgré le nombre des interpellés qui avoisinent maintenant les 1000, qui dénotent donc de ce que quelques-uns de nos compatriotes n'ont pas encore compris l'intérêt que l'État a à dicter ces mesures sécuritaires barrières, il y a néanmoins les assistances qui également sont croissantes. Donc, ce qui dénote de ce que vos forces sont à votre disposition, de jour comme de nuit. Le Covid-19 n'est pas seulement contraignant pour les populations à cause du virus. Plusieurs projets connaissent de grands retards. Le recensement général de la population et de l'habitat reporté. Les assemblées annuelles de la BAD aussi reportées en août 2020. La préparation du plan national de développement ralentie. Des projets qui nécessiteront à terme des investissements colossaux. Ajouter à cela le financement des secteurs clés pour la relance économique. Le plan de riposte proposé par le gouvernement s'élève à 95 milliards 880 millions de francs CFA pour la mobilisation des ressources et de 1 700 milliards de francs CFA pour les volets économiques, sociaux et humanitaires. En termes de résultats, il est heureux de noter que la Banque africaine de développement a accepté de répondre à l'appel du gouvernement ivoirien avec un appui budgétaire en cours d'instruction à hauteur de 48 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a également accepté d'accompagner le gouvernement à hauteur de 27 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs. Le système des Nations Unies, quant à lui, apporte une réponse coordonnée à la mise en œuvre du plan de riposte en termes d'assistance technique et financière à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Dans sa stratégie, le ministère du Plan mène aussi des études pour mesurer l'impact du Covid sur les ménages et les entreprises. 806 ménages et près de 500 entreprises ont été enquêtés. Le but, apprécier la vulnérabilité causée par la crise sanitaire. Dans ce 20h, nous vous proposons le message du COSIM à l'occasion du Ramadan qui a débuté hier vendredi 24 avril. Pendant un mois donc, les musulmans d'ici et d'ailleurs vont jeûner quotidiennement du lever au coucher du soleil. Le président du COSIM, Cheikh Boakari Fofana, exhorte tous les fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour venir à bout de ce virus mortel. Le reportage de Konipa Gassoro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, cette année, le Ramadan intervient dans des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tous. Le Covid-19 qui n'épargne ni riches ni pauvres. Tout musulman sait la saveur particulière que la fréquentation de la mosquée, les longues prières du soir confèrent à ce pilier essentiel de l'islam qu'est le jeûne. Cette année, il en sera autrement par la volonté de Dieu. Cette situation doit nous inciter à une plus grande concentration spirituelle, à plus de piété individuelle. Chers frères et sœurs, le Ramadan est le mois de solidarité. En vérité, ce sens de partage ne nous a jamais fait défaut dans notre pays, cette terre si généreuse. Mais cette année, compte tenu des circonstances que nous vivons, la solidarité se doit d'être plus agissante. Le mois béni du Ramadan est l'occasion idéale pour confier notre commune destinée à Dieu Tout-Puissant. C'est une clé qui nous aide à ouvrir la porte de la sérénité dont nous avons tous besoin. Bon mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre le virus.
crise sanitaire oblige donc, les fidèles devront effectuer les 5 prières quotidiennes à domicile. Et vous savez la raison, les mosquées et lieux de prière sont fermés. C'est l'une des recommandations du COSIM conformément aux mesures barrières mises en place par les autorités ivoiriennes. Mais comment cette décision qui vise à protéger les populations est-elle exécutée sur le terrain? Élément de réponse avec Konaté Moussa. Deuxième jour du jeûne musulman ce samedi. Il est 13h. Le muezzin de cette mosquée procède à l'appel de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après cet acte, le muezzin referme la porte de la mosquée. La prière ne se fera pas dans l'enceinte de l'édifice religieux. On vient appeler chaque fois s'il est l'heure de prière, mais on ne prie pas dedans. Les imams nous ont demandé d'appeler. Si on finit, on dit Solou, fille, bouillu, tukoum, ça veut dire que chacun n'a qu'à prier chez lui à la maison. À quelques mètres de la mosquée, nous retrouvons l'imam. C'est dans sa cour qu'il fait ses prières quotidiennes depuis l'interdiction d'ouverture des mosquées à cause du coronavirus. Depuis la fermeture de la mosquée, je suis à la maison. Toutes les 5 prières, j'ai fait ça à la maison aussi. Avec la famille, les enfants et les femmes, tout, on fait ensemble ici. Les mosquées fermées, les regroupements interdits. Conclusion, plus de prières en groupe. Une décision du COSIM. Il s'agit pour l'instance supérieure de la communauté musulmane de se conformer aux consignes sanitaires. Chers frères et sœurs, ainsi, comme la plupart de nos compatriotes, vous avez déjà fait de très grands sacrifices en acceptant la fermeture temporaire des mosquées et autres lieux de culte. Cette décision extrêmement difficile n'a pas été prise de gaieté de cœur par la haute hiérarchie religieuse. Bien au contraire, c'est avec la conviction que nous sommes face à une véritable épreuve divine que nous avons dû nous résoudre à accepter une décision aussi douloureuse. Nous profitons de l'occasion pour féliciter donc notre communauté et tous ceux qui ont fait un effort pour faire respecter ces mesures. Le jeûne musulman cette année se tient dans un contexte particulier. La pandémie du Covid-19 impose donc de nouvelles habitudes aux fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Et dans la prière, ils assurent notre sécurité. Les gendarmes sont au front dans cette crise sanitaire. Vous allez le voir, le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, est en tournée de travail à l'intérieur du pays. Objectif, inciter ses collaborateurs à respecter les mesures barrières prescrites par le gouvernement et surtout à les faire respecter par les populations. Chaltatou pour en savoir davantage. Une seule raison à la base de ce déplacement qui constitue la deuxième partie de la tournée de travail initiée à l'intérieur du pays par le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. L'éveil de conscience des éléments de la gendarmerie sur le terrain en vue de la réussite de leur mission de sécurité et de stabilité dans le pays en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Parti donc d'Abidjan dans le cadre d'une série de visites dans les localités frontalières, le général Alexandre Apalo Touré a marqué des escales. D'abord à Boisflé, Daloa, Diokwe, Man, Touba, ensuite à Odiéné, Bundiali, Korogo et Ferké dans le Tiologo, région qui partage les mêmes frontières avec 2 pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso. Ici, le poste de Pogon est contourné. Des pistes de clandestins dénichées et 14 mototaxis en provenance de la ville de Zegoua, Mali, pour les Bouvogo, campement à 7 km de Ferké, interceptés. Au total, 52 personnes arrêtées, dont 38 passagers avec 11 enfants. Après Pogo, Laleraba et Wangolo, le général de division a rebrouché chemin pour Bouaké, dernière étape de sa visite en passant par Niakara et Katiola. Dans le Baké, les éléments de la gendarmerie ont eu en face d'eux un général pédagogue. Éloignez de vous le spectre de la corruption, parce qu'il sera pour moi inacceptable que dans cette situation de guerre contre un virus gravement mortel,
certains de nos collaborateurs puissent jouer au petit jeu de la corruption ou de la tricherie. De tout temps, la gendarmerie a été perçue comme une force noble. Par ailleurs, le général Apalo exhorte ses collaborateurs à afficher un esprit fraternel à l'endroit de leurs frères d'armes. Nous ne sommes pas seuls à travailler, nous sommes avec nos frères militaires, policiers, douaniers et eaux et forêts. Je vous conseille la solidarité avec nos frères d'armes. Nous avons la même mission, la sécurité de notre pays. Pour la seconde partie de sa tournée à l'intérieur du pays, le général Apalo Touré a visité 38 localités issues de 12 régions. L'élan de solidarité se renforce donc en cette période de crise sanitaire. Un fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire a été mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Et ce fonds profite entre autres aux personnes rendues vulnérables du fait de cette pandémie. Le président du comité de ce fonds était dans plusieurs structures d'accueil d'enfants en difficulté dans le district d'Abidjan. On en sait plus avec notre reporter Grace Kando. Régis, 18 ans, élève en classe de 3e, fait partie désormais des pensionnaires du complexe socio-éducatif d'Adjamé. Nous étions dans la rue, ils sont venus nous prendre à Cocody Angry pour nous demander est-ce que nous savons ce qui se passe dans le monde. On a dit oui, qu'il y a une maladie qu'on appelle le coronavirus qui tue très vite et ça contamine rapidement. Et ils nous ont demandé mais si ils veulent nous aider là, est-ce que nous allons accepter? Et nous tous on a répondu ensemble oui que nous allons accepter ça. Ils nous ont pris. Ils nous ont envoyé à Djamé. Dès que nous sommes arrivés, ils nous ont montré notre dortoir. On a vu que où on dort là, c'est bon, c'est joli et on mange à nos faim. Tout comme registre, plus de 200 enfants vivant dans cette situation ont été récupérés dans la rue et intégrés dans plusieurs centres d'accueil. Il y avait le risque du couvre-feu et ces enfants avaient commencé déjà à être la cible des forces de défense qui les repéraient dans les rues et qui les sommaient de rentrer quelque part là où ils n'avaient nulle part où entrer. Ainsi donc ces centres leur offrent la protection qu'il faut. Ils ont un logis, ils sont encadrés au jour le jour où quand ils sortiront de cette étape de Covid, ils puissent véritablement être des enfants agréables pour leur communauté et surtout pour leur famille. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement ivoirien a dégagé une enveloppe de 170 milliards de francs CFA dénommé Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire à l'endroit des personnes vulnérables du fait de cette pandémie. La présidente de ce fonds spécial est donc sur le terrain pour visiter plusieurs centres d'accueil d'enfants en difficulté. Objectif, identifier les besoins. On aura besoin de gel hydroalcoolique, de gants, de seaux pour laver les mains, de savon liquide, et de spray anti-batterie, un thermomètre infrarouge. Souvent, on reçoit des visites des personnes étrangères. Donc, pour la sécurité des enfants, il faudrait qu'on puisse aussi détecter s'ils sont en bonne santé ou pas. Pour arriver à une gestion transparente, il était bien d'affiner nos grilles d'identification des bénéficiaires et de ciblage des besoins. Répond à ces deux soucis qui vont nous permettre à la fin d'avoir notre base de données de bénéficiaires, l'évaluation des coûts réels de leurs besoins. Le Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire a été instauré le 17 avril dernier par le ministre de l'Économie et des Finances. Ils sont ici de milieux défavorisés, les ghettos de Côte d'Ivoire. Ils veulent apporter leur contribution dans cette lutte contre le Covid-19. Ils font partie d'une association dénommée les IGAI de Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de cette lutte, donc, ils ont initié une campagne de sensibilisation en direction des couches vulnérables, notamment dans les quartiers défavorisés. Astotoré. Les IGAI de Côte d'Ivoire en ligne de front dans la lutte contre le Covid-19. Après avoir visité des ONG caritatives à Adjamé et Cocody, Kapemi, sur la commune de Yopougon, précisément au quartier base CIE, où ils ont sensibilisé les populations. Il y a des petits gestes à faire pour ne pas que la maladie, cette maladie grave là, se propage, c'est-à-dire soit partout. Donc on nous a pris les règles. C'est pas coûteux. Ça là, il faut toujours le porter quand vous sortez. En posant cet acte de haute portée, les IGAI de Côte d'Ivoire veulent redorer leur image et se réconcilier avec la population. Avant, on disait les loubards. Le loubard n'existe plus et aujourd'hui, on parle des IGAI. Alors, les IGAI
doit se mettre au service de la société, au service de la population, au service de son pays. Disons que nous voulons nous réconcilier avec la population. Nourrir et sensibiliser, c'est la stratégie qu'ils ont choisie afin de mieux véhiculer le message du gouvernement sur le respect des mesures barrières. Des kits alimentaires composés de riz, d'huile et de gel hydroalcoolique offerts. C'est une surprise, j'étais là et puis on vient chez moi pour me donner. Je leur dis merci. Après cette étape, d'autres communes seront visitées par la caravane des Iguéis de Côte d'Ivoire, au nombre desquelles Abobo et Port-Bouy. Bel exemple à suivre, donc faisons bloc pour barrer la route au Covid-19. Dans sa volonté d'aider les PME à sauver leurs activités, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds de soutien qui s'inscrit dans le plan de riposte contre le Covid-19 et il est estimé à un montant de 150 milliards de francs CFA. Pour une meilleure cartographie et sélection des entreprises devant bénéficier de ce fonds, une plateforme en ligne pilotée par l'agence Côte d'Ivoire PME recueille les dossiers de ces PME. Et à ce jour, plus de 10 000 entreprises ont été répertoriées. Mais comment se fait l'inscription des entreprises? À combien est estimé le montant de l'aide et qui peut en bénéficier? Élément de réponse avec Cheikh Koné. Lamine Bakayeko est chef d'entreprise. Ce matin, à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion Internet, il procède à son inscription sur le site IPME Data, une plateforme digitale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette inscription est décisive pour notre jeune entrepreneur qui est sur le point de fermer boutique à raison de la maladie à coronavirus. Nous sommes en train de nous inscrire sur la plateforme pour l'enregistrement des PME en vue de bénéficier éventuellement de la subvention ou bien des conditions que l'État a prévues pour essayer de juguler les effets de Covid-19. Une subvention décrétée par l'État à travers un fonds de soutien aux PME de 150 milliards de francs CFA. Dans la petite fabrique de la mine, la moitié de son personnel est au chômage technique. Son chiffre d'affaires réduit également de moitié. Ce fonds de soutien demeure son ultime espoir. L'État et nous, c'est la même entité en fait. Je dirais le gouvernement et nous, c'est la même entité. Sauf que c'est le gouvernement qui a les leads. Donc si le gouvernement a décidé de tirer une partie de son équipe vers le haut, c'est bienvenu. On a beaucoup d'espoir. Pilotée par l'agence Côte d'Ivoire PME, cette plateforme digitale a été lancée depuis le 6 avril 2020. À ce jour, 10 042 PME ont été recensées en ligne, au nombre desquelles des très petites entreprises, des structures d'accompagnement et de financement. C'est le 14 avril dernier que Sébastien Guépier a procédé à son inscription en ligne. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise se rend au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME pour s'informer de la suite du processus. Je prends les informations en ce qui concerne nos inscriptions et quel est le déroulement pour pouvoir soit bénéficier d'aide financière. Cette plateforme-là a été mise à jour en faveur de la crise du Covid-19 pour être l'outil de recensement des entreprises qui sont impactées par la crise et voir la typologie de l'impact de la crise sur les activités et évidemment pouvoir les rediriger vers les mécanismes de soutien que l'État a mis en place, notamment le fonds de soutien aux PME. De façon pratique, les entreprises ont accès aux liens du IPME Data via les différents canaux de communication de l'Agence Côte d'Ivoire PME, à l'instar IPME Data, même via un smartphone. L'appui aux entreprises sélectionnées se fera par catégorie de 1 à 5 millions de francs CFA pour soutenir dans un premier temps le maintien dans l'activité économique, mais surtout les aider à payer le salaire des travailleurs. Mais qui a droit à cet appui et quelles sont les conditions et critères d'éligibilité? Le fonds de soutien vient d'être abondé de 40 milliards de francs CFA, donc il est effectif. Les ressources sont disponibles pour soutenir les PME. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre de vous donner les critères d'éligibilité des PME puisque ces critères-là, nous avons voulu qu'ils soient validés par un cabinet et que nous soyons sûrs de répondre, donc je dirais, à un process international et un process irréprochable. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'il faut d'abord être une PME qui existe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs PME, il y a des gens qui ont des PME et qui ne se sont jamais inscrits au registre de commerce, ne se sont jamais inscrits au niveau donc, de la direction donc, des impôts et qui ne sont pas connus. En Côte d'Ivoire, 80% du tissu des entreprises est constitué des PME. Depuis la découverte du premier cas confirmé de la maladie à coronavirus, 100% des PME est impacté quand 60% est totalement sinistré.
L'inspecteur du travail de la commune de Cocody était en visite dans les locaux de la RTI. Kadi Yao a échangé avec les responsables de l'entreprise. Elle s'est aussi imprégnée du dispositif sanitaire mis en place pour observer le respect des mesures barrières. Issa Tchona Yeo. L'inspecteur du travail de la commune de Cocody dans les locaux de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Elle est venue s'imprégner du dispositif sanitaire mis en place par la RTI pour faire face à la pandémie du coronavirus. L'entrée de la RTI, l'infirmerie, des bureaux de l'administration sont visités. C'est une visite qui se termine avec beaucoup de satisfaction. Pour avoir visité d'autres entreprises, on pourrait dire que la RTI est suffisamment bien équipée. Et l'équipement, c'est une chose, mais utiliser encore ce matériel est autre chose. Et donc nous avons pu voir le croisement des deux. Le personnel que nous avons trouvé sur place portait les masques et se soumettait aux mesures de prévention édictées par le gouvernement. Le représentant du directeur général, la RTI, met à profit cette visite pour appeler au respect des mesures barrières. Tous les jours, pratiquement, on fait le point matin et soir pour veiller à ce que toutes les mesures soient appliquées, effectivement. Et ce, dans tous nos secteurs, c'est-à-dire à la radio, à Boaké, DCM, tous nos sites de RTI sont au même niveau que la RTI aujourd'hui, que la télévision. Le conseil du directeur général de la RTI indique que le port du masque est obligatoire au sein de l'entreprise. La Fédération pour la paix universelle internationale apporte aussi sa contribution à la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. La Fédération invite les dirigeants à s'unir autour des valeurs telles que l'unité, la coopération, le dialogue et la compassion pour venir à bout de cette pandémie. C'est Fourazegui. Unité, dialogue, coopération, solidarité et compassion sont autant de valeurs que promeut la Fédération pour la paix universelle dans le monde. Cette association invite les citoyens et gouvernants du monde à s'approprier ces valeurs afin de venir à bout de la maladie à coronavirus. Akasaye Lazare a lu la déclaration de Thomas Walsh, le président mondial de la Fédération pour la paix universelle, au cours d'un point presse à son siège. La Fédération pour la paix universelle affirme et encourage les meilleures pratiques suivantes. L'unité. Nous sommes membres d'une seule famille humaine universelle. N'utilisons pas la crise pour souligner ou approfondir les divisions qui peuvent nous affliger en tant que membres de communautés nationales, politiques, religieuses, ethniques ou culturelles particulières. La coopération, la compassion et une communication ouverte. La Fédération pour la paix universelle, à travers cette déclaration, appelle à la prise de conscience des citoyens et dirigeants du monde. Depuis plusieurs années, cette organisation entreprend des tournées dans le monde pour sensibiliser les nations sur les valeurs de paix et de tolérance. On sensibilise, on renforce la solidarité dans cette crise sanitaire. Les populations d'Adiaké ont reçu des kits alimentaires. Ce sont des dons des fondations Magic System et Didier Drogba ainsi que l'Union européenne. Des dons qui visent à permettre aux populations vulnérables d'avoir de quoi manger en cette période de maladie à coronavirus. Le reportage est signé Issa Tchona Yeo. Après des quartiers du district d'Abidjan, la caravane de la solidarité Covid-19 Côte d'Ivoire pour ses valises à Adiaké, dans le sud Koumoué. Des kits alimentaires et du gel hydroalcoolique sont distribués aux populations. Initiative de Fondation Magic System, Didier Drogba et l'UE, Union européenne. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être à Adiaké et de prendre encore en charge ne serait-ce que 300 familles. C'est toujours important de venir apporter son soutien et je crois qu'il faudrait que cet élan de solidarité soit contagieux. Il faudrait que tous les Ivoiriens, à l'instar de cette caravane, se mettent ensemble pour s'aider. Le Covid-19 menace toutes les tranches d'âge et toutes les couches sociales. La directrice exécutive de la Fondation Didier Drogba plaide pour la protection des populations vulnérables, notamment les enfants. Nous sommes dans une situation où le nombre de familles défavorisées ne fait que croître. Nous espérons que le message, la sensibilisation des
des gestes barrières va passer. Pour vaincre le coronavirus, l'union et la solidarité sont nécessaires, selon l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire. Pendant une pandémie, la première chose qu'il faut faire, il faut montrer qu'on est solidaire, qu'on est tous ensemble dans le même bateau et qu'on se bat tous ensemble contre le coronavirus. Il faut vraiment protéger ceux qui sont les plus fragiles. Le maire de la commune d'Adiaké, Yessié, appelle ses administrés à croire en l'existence de la maladie. Il les encourage à respecter les mesures barrières. Il faut que chacun comprenne que l'important aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, l'important c'est la vie. Il faut qu'on travaille tous à pouvoir survivre à cette crise. Trazier Lucie, représentant le préfet d'Adiaké, a salué les actions des donateurs qui viennent soulager la population en cette période difficile. Elle a réitéré la volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour protéger la population en Côte d'Ivoire. Période difficile donc pour tous les secteurs d'activité. Le domaine de la mode est aussi impacté par ce Covid-19. Mais ces acteurs ne veulent pas du tout baisser les bras. Ils ont décidé de mener la lutte contre ce virus mortel en misant sur la sensibilisation. Explication détaillée avec Astou Touré. Le secteur de la mode n'échappe pas aux conséquences liées au Covid-19. Boutiques et écoles fermées, plus de défilés de mode, créateurs et designers ont aussi rangé leurs instruments. Chaque couturier à peu près a 10 employés. Et une fois c'est fermé, on n'a plus de clientèle. Moi, par exemple, j'ai un loyer de 600 000 francs. Aujourd'hui, à payer depuis 2 mois, je paye 600 000 francs, je suis à la maison. Quand ça marche, on peut avoir 4 à 5 événements par jour. Mais on perd beaucoup. En vue de freiner l'évolution de la pandémie, les acteurs de la mode ne manquent pas d'initiatives. Nous avons mis en place même un site qui est alertecovid19.info pour pouvoir aider le gouvernement également à propager l'information. Pour soutenir les acteurs de la mode dans cet élan de sensibilisation et les aider à passer au mieux cette période de crise sanitaire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait des dons. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Soutien aux acteurs de la mode » piloté par la promotrice de mode, Fatim Sidimé. Devant les difficultés que rencontrent les différents acteurs de mode dans les différents domaines d'activité, j'ai voulu m'arrêter, penser à une action vraiment de grande portée, une action caritative vraiment aux différents domaines de la mode. Mais pour pouvoir faire ces dons, on a eu le parrainage et l'accompagnement, l'appui, le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur Ahmed Bakayoko. Au nom de tous les acteurs de mode de Côte d'Ivoire, lui dire merci infiniment pour s'être penché sur le sort des différents acteurs de mode. Comme tous les Ivoiriens, le souhait des acteurs de la mode est que prenne fin assez vite cette pandémie dont l'impact est certain sur toutes les activités économiques. Et ce Covid-19 prendra fin assurément. Il n'a pas d'impact du tout sur les travaux de voirie et d'extension réseau électrique des communes de Sassandra et de Fresco. 2 mois après le lancement par le Premier ministre lors de sa visite de travail dans la région du Boclé, les travaux démarrent. Le secrétaire d'État Philippe Legré, le préfet de région et des élus étaient en visite des chantiers. Sam Konan. Les travaux de développement lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail dans la région du Boclé en février dernier ont effectivement démarré. Les engins sont au travail, comme ici à Sassandra. Les travaux de prolongement de la voie qui part de la mairie au quartier 17 Villa en passant par le siège du conseil régional, sont au stade de terrassement, selon le chef de projet. Nous avons commencé petit à petit, comme vous vous rendez compte, sur le chantier actuellement. On a déployé tous les engins qui sont là. Nous sommes actuellement à l'étape de terrassement. On va commencer aussi la fouille pour faire la pose des caniveaux, progresser rapidement dans les travaux avant que la saison des pluies ne commence. Les poteaux électriques qui doivent servir aux travaux d'extension du réseau électrique sont arrivés. Le secrétaire d'État Philippe Legré, président du conseil régional du Boclé, et le préfet des régions Coulibaly Lamine, accompagnés des élus, sont allés faire le constat. Pour Philippe Legré, malgré le contexte du Covid-19, le Premier ministre tient ses engagements pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était en visite ici, il a pris des engagements. Et malheureusement, le coronavirus est arrivé et l'on a pensé que les travaux allaient s'arrêter. Mais non, le président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon, tenant les paroles, ont donc demandé de commencer et les travaux se poursuivent là. Voyez-vous,
Les voies sont en train d'être bitumées, vous voyez les machines. Nous venons de voir les poteaux. Il y a jusqu'à près de 2000 poteaux qui vont arriver pour couvrir toute la commune de Sassandra. À terme, ce sont 2500 poteaux électriques qui vont éclairer la commune de Sassandra. Quant au bitumage des 10 km de voirie, à Sassandra et à Fresco, les travaux vont durer 6 mois. Et c'est l'heure du Palais Culture dans ce 20h. Ce soir, la RTI rend hommage à une icône de la culture, Rose Marie Guiraud, artiste aux multiples talents. Pour évoquer son parcours, nous avons invité une autre référence de notre culture, Alain Taï. Il est expert culturel. On vous retrouve Alain Taï. Merci d'être avec nous. Alors, Rose Marie Guiraud était à la fois actrice, chanteuse, auteure-compositeur, dramaturge et même créatrice de costumes. Que de talent pour une seule personne. Effectivement, c'était une artiste multidimensionnelle et je crois que la Côte d'Ivoire, à travers ce décès, perd vraiment quelqu'un de très important. Une artiste multidimensionnelle qui malheureusement nous a quittés le 20 avril dernier, c'est moi ici, les mois dans le monde de la culture. Qui était Rose Marie Guiraud, la danseuse, la chorégraphe? On fait le point avec Franck Quadio et on en reparle sur ce plateau. Mardi 10 mars 2020, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. C'est la dernière sortie publique de Rose Marie Guiraud, emportée le 20 avril par un mal pernicieux dans la soirée. 24 heures après, le commissaire général du Massa, justement, a encore en souvenir des moments de partage avec ce personnage singulier. Le décès de Marie-Rose Guiraud, une perte pour l'art éburnéen. C'est elle qui a ouvert pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire le riche patrimoine des danses de l'ouest montagneux de notre Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle a fait de même pour la Côte d'Ivoire à l'égard de l'Afrique. Rose Marie Guiraud, une artiste qui a aussi su se forger un caractère au fil du temps. Partie de son village, ici dans l'ouest ivoirien, Ouyabli, elle, qui a dû arrêter les études pour entrer dans la vie active, a pu, au final, se réinventer et obtenir un diplôme d'enseignante des arts INSAC, création du ballet national avec Condé Mamadou, les Guirivoires, l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, la Fondation Guiraud. Une vie pleine, des hauts et des bas certes, comme le mentionne son autobiographie La Survivante, mais un travail de dénicheuse de talent reconnu par tous. La lutte contre la maladie à son retour des États-Unis en Côte d'Ivoire n'a pas altéré sa soif de réaliser son dernier rêve, celui de développer des infrastructures au service de l'art. Mais, 1000 fois hélas, la mort en aura décidé autrement. Hélas, la grande faucheuse. Rose Marie Guiraud, selon mes recherches, a grandi dans les loges des masques Gla. J'espère que je prononce bien. Glaé. D'accord. Où on lui a inculqué des valeurs sociétales. Ceci expliquerait son succès, selon vous? Je crois que oui, c'est en partie cela, parce qu'il faut un socle, il faut être ancré dans la culture, dans la tradition, avoir la bénédiction des ancêtres pour pouvoir s'élever après. C'est un peu comme l'arbre. L'arbre qui s'enracine profondément dans la terre peut après déployer ses branches et conquérir l'espace. D'accord. Alors, elle a connu beaucoup de rejets dans son enfance, des difficultés de sa vie évoquées dans son œuvre autobiographique intitulée La Survivante. Dites-nous, à quoi a-t-elle survécu, Rose Marie Guiraud? D'abord, elle a survécu à un choc qu'elle a reçu dès 9 mois. Oui, puisqu'elle a été très malade à 9 mois. Elle est tombée dans le coma pendant 4 jours et il a fallu vraiment toute la science des maîtres traditionnels pour la ramener à la vie. Et de ce coma, elle a donc gardé des séquelles. Hein, vous imaginez un bébé de 9 mois, elle a gardé des séquelles. Et donc, de 9 mois jusqu'à sa disparition à 76 ans, on peut dire qu'elle a eu un véritable parcours de la combattante. Elle a lutté chaque jour contre ce mal qui était en elle et à chaque fois, elle a eu recours à la danse
comme une sorte d'exutoire pour pouvoir donc la transmuter, la transfigurer de manière à ce qu'elle retrouve cette force vitale pour continuer son parcours. Quand vous parlez de séquelles, expliquez clairement. Elle luttait avec quoi? Elle avait une malformation cardiaque, voilà, parce que elle a eu un choc, comme je dis. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas choquer les téléspectateurs, mais elle a eu un choc dès l'âge de 9 mois. Et elle était victime de raillerie. Son petit corps d'enfant a été éprouvé et elle a donc survécu à cela. Et Rose-Marie Guiraud s'est battue. Elle a eu une renommée internationale. Mais dites-nous, sur cette scène internationale, est-ce qu'elle est arrivée à vendre son art? Ah oui, je crois. D'Abidjan, d'où elle est partie, puisqu'elle est partie du camp Gallieni à l'époque, à Nantes, où elle a séjourné pendant un moment, jusqu'à Liège, en Belgique, où elle a eu une formation au Conservatoire royal de Liège. Elle s'est distinguée à chacune de ces étapes par son art, par l'art chorégraphique qu'elle maîtrisait et qui a réussi donc à sublimer son public, à séduire le monde entier. On peut parler de cette étape importante aux États-Unis où elle a joué devant 11 000 spectateurs totalement ébahis, fascinés par l'art de la prêtresse. Et elle a eu l'hommage d'Elizabeth Taylor, qui est une grande star du cinéma américain, qui a été vraiment frappée par le charme, la beauté, la grâce et la force de la danse de Rose-Marie Guiraud. Mais Rose-Marie Guiraud, malgré tout, va aller s'installer aux États-Unis où elle va vivre pendant 10 ans. Comment on explique cela? Est-ce que ça ne l'a pas éloignée de son public africain? Elle a rencontré l'amour aux États-Unis en la personne de Emmett McDonald, et je voudrais vraiment saluer Emmett et lui dire toute ma compassion à lui et à tous les enfants des Guirivoires, à toute la famille de Ouiabli, à tous ceux qui ont aimé et côtoyé Rose-Marie Guiraud. Donc, elle, depuis 40 ans, elle vivait avec Emmett McDonald, et donc c'est naturellement, parce qu'elle avait des problèmes de santé, qu'ils sont retournés chez eux, aux États-Unis, pour qu'elle soit dans un environnement où elle puisse être prise en charge. Donc, ils y ont séjourné, mais comme je dis, la danse lui colle à la peau. Et donc, malgré la maladie, elle s'est toujours retrouvée sur les scènes pour exprimer. Parce que pour Rose-Marie Guiraud, la danse était une forme de thérapie. C'était donc de l'art-thérapie. Donc, malgré les obstacles qu'elle traversait, qu'elle vivait, elle arrivait donc... La danse a toujours constitué pour elle une sorte de refuge. C'est dans la danse qu'elle se retrouvait avec elle-même, c'est dans la danse qu'elle s'épanouissait, c'est dans la danse qu'elle affrontait les difficultés de la vie. Elle affrontait la maladie. Absolument. Et autres. Alors, quel héritage artistique Marie-Rose Guiraud laisse aujourd'hui? Son héritage est important puisqu'elle est formatrice depuis 1973, quand elle a été directrice de l'école de danse des arts et des traditions populaires à l'INA, l'Institut national des arts, aujourd'hui INSAC. Elle a été cofondatrice avec Mamadou Kondé des ballets nationaux de Guinée. Elle a été cofondatrice du ballet national de Côte d'Ivoire et elle a formé des générations entières d'artistes. Je pense qu'on approche du millier. Elle a dû former au moins un millier de danseurs, de musiciens, de chanteurs, de peintres, de comédiens, qui sont aujourd'hui dans le monde entier, au Japon, en Corée, en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. Elle a des milliers d'enfants. Elle a des milliers, absolument. Et donc ça, c'est un héritage incommensurable. Et sans parler de ceux qui sont à Abidjan. Chacun des 2000 danseurs qui sont à Abidjan se réclame quelque part de Rose-Marie Guiraud parce qu'elle a vraiment impacté ce milieu de la danse. Et l'autre point de sa vie, c'est qu'elle a consacré toute sa vie à aider des milliers d'enfants issus des enfants défavorisés. Absolument. Ayant été elle-même une enfant rejetée, mais aussi choyée par ses parents, mais rejetée par l'extérieur. Donc, elle a pris sur elle d'aider tous les enfants en situation de difficulté. Les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants déscolarisés, les enfants de la rue ont trouvé auprès de Rose-Marie Guiraud une mère refuge. Elle les a donc recueillis chez elle, elle leur a donné l'affection maternelle, elle leur a donné le savoir, la connaissance. Elle a même créé une école primaire dans son centre de la Riviera et elle a formé ces enfants-là à la danse,
à la musique, au savoir culturel, pour en faire des hommes et des femmes dignes. Et en plus de l'art et de la culture, elle a eu un parcours administratif. Bien sûr, elle a été secrétaire d'Actilo, après elle a été à l'Assemblée nationale et au camp Gallieni. Ensuite, elle a été infirmière, puisqu'elle a un diplôme d'infirmière, elle a été infirmière en France. Talentueuse. Voilà, donc c'était une vraie battante. Alors, après sa disparition, les hommages en sa mémoire se sont multipliés. Je vous propose de conclure cet entretien. Alain Taï, vous êtes aussi un grand poète. Alors, par ce poème de l'ancien ministre de la Culture, Maurice Bandama, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Et selon lui, Rose-Marie Guiraud dansait comme une feuille. Vous avez 2 strophes à nous lire. D'accord. Mais 2 strophes, mais peut-être avant, lancer un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire pour que la fondation Rose-Marie Guiraud soit déclarée d'intérêt public. Cela dit, je vous lis cet excellent poème de Maurice Bandama. Grelot pour Marie-Rose Guiraud. Elle dansait comme une feuille, la rose. Claire de son tapis d'ébène, son corps sculpture de veine, taillé dans le marbre or des feuilles et des lianes tressées des drues forêts d'ouest. Elle dansait comme une feuille. La claire Marie des Bures, toute dressée jusqu'au dernier instant, défiant âge et maladie et embrassant la mort en dansant, sourire offert à l'amour. Et la danse, cette transe folle des corps transis de rêve et d'espérance, elle dansait comme une feuille, la rose. La rose, Marie Guiraud. Merci Alain Taï d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde, nous l'oublierons jamais. Elle restera pour toujours ce phare dans les arts de la scène. Par ses pas, elle a su démontrer que la danse était beauté, amour du donner et du recevoir. Adieu, Marie-Rose Guiraud. À demain 20h, prenez soin de vous.